J'ai failli être pianiste. Je garde de la musique la passion de l'écoute et de la construction collective. Comme en musique, où une petite phrase timide et pianissimo peut s'enfler et embarquer tout un orchestre, je sais maintenant qu'un noyau de salariés mobilisés par un projet a le pouvoir immense de mettre en mouvement un collectif qui le dépasse. Avant d'être DRH, il y a 4 ans, j'ai associé ce métier aux règles, à la lourdeur, au discours convenu, aux portes fermées. Après 20 ans passés à la gestion, au marketing, à l'animation des réseaux de vente, à la direction d'une filiale, qu'avais-je bien pu faire pour mériter une telle punition? Ce que j'ignorais, c'est que je m'apprêtais à vivre une expérience humaine d'une richesse incroyable et qui allait changer évidemment très profondément mon regard sur le métier. Vous savez tous que l'avenir de la presse pose beaucoup de questions. Il faut inventer un nouveau modèle économique, il faut faire évoluer profondément les métiers, il faut bousculer les fonctionnements d'équipe. Mon entreprise, comme la vôtre peut-être, a besoin de se transformer très vite. Moi, j'ai le sentiment que dans ce genre de situation, la façon de faire est cruciale. En tant que DRH, pour faire bouger les choses, j'ai 2 positions possibles. Je peux faire du lobbying en interne, forcer les projets auprès de la direction générale. Mais quand on est femme DRH, on peut imaginer ce que peut peser sa conviction face au businessman opérationnel qui rapporte le chiffre d'affaires. On peut aussi aller à la rencontre des équipes, inventer de nouveaux espaces de travail, des nouvelles expériences, et c'est là que j'ai choisi de mettre mon énergie. C'est vrai, je l'ai vérifié, les salariés ont un immense potentiel de créativité dès lors qu'on les laisse s'exprimer et qu'on leur fait confiance. Et des salariés épanouis, c'est aussi du bénéfice. Dans mon entreprise, tout le monde travaille beaucoup. Chez vous aussi, sans doute. Tout le monde est très pris. Il y a beaucoup de réunions, peu de disponibilité. Certes. C'est sans compter qu'on a monté une université interne, en mode entreprise apprenante, où tout le monde est invité et où il y a plein de formats possibles. Alors il y a des conférences avec des experts, des entrepreneurs, des chercheurs, des enseignants. On monte des groupes de travail, de veille, des ateliers. Et puis aussi, on propose des conférences pollen. C'est des lieux où des salariés transmettent et diffusent leur expérience dans l'entreprise à d'autres salariés. Et puis aussi, on fait des formations qui sont faites par ces mêmes salariés à leurs collègues, mais des vrais, avec feuille de présence, avec un projet pédagogique. Et ça, c'est bien plus efficace qu'une formation classique. Et en plus, c'est au cœur des réalités de l'entreprise. Alors, me direz-vous, ça coûte cher tout ça? Eh bien non, c'est quasiment 0 budget. On définit les orientations pour la programmation, on repère les salariés qui vont intervenir, et au miracle, à chaque fois, tout le monde veut bien le faire. On met en place la logistique, on communique dans l'intranet et on fait des belles affiches avec le visage des salariés qui vont participer, et ça ne fait pas de mal à l'ego et à la réputation. Et tout le monde est vraiment content. Et en point d'orgue de l'année universitaire, on monte la journée. Alors la journée, c'est un moment où l'entreprise est fermée au public, où les salariés ne sont pas à leur poste de travail et où tout le monde se place en mode bouillonnement collectif. Je vous disais que tout le monde travaillait beaucoup, mais à chaque fois que j'ai besoin de solliciter des salariés sur un sujet qui leur est cher, je n'ai aucun problème pour travailler avec eux. Il m'arrive de sécher sur des accords d'entreprise au terme de longues séances de négociation avec les partenaires sociaux.
J'ai besoin d'idées neuves et aussi d'idées qui suscitent l'adhésion des managers. Je réunis un groupe de travail, j'ai tout de suite 20 personnes, on débat pendant 2 heures, c'est vif, c'est sympa, et en général, on trouve des solutions. Et tout le monde est content parce que l'accord est signé, et en haut et en bas de la hiérarchie, on a réussi quelque chose ensemble. Une autre expérience aussi, qui m'a beaucoup marquée, c'est nous avons noué un partenariat avec une association d'aide à l'intégration des jeunes, qui s'appelle Nos quartiers ont des talents. Je voulais monter un événement avec mon équipe pour intégrer ces jeunes dans l'entreprise. Je présente un projet à l'équipe. Ils me disent « T'inquiète, on s'en charge ». Ils se réunissent en groupe projet, ils se donnent des rôles, je leur lâche les baskets. Ils se mobilisent pour monter une journée incroyable qui restera gravée dans les mémoires de tout le monde. Et cerise sur le gâteau, on a découvert à cette occasion une jeune femme à la paye, donc un service administratif, qui s'est révélée un talent de communicante extraordinaire et que finalement, on a muté dans un service marketing où elle s'éclate aujourd'hui. Vous voyez, les gens, ils plébiscitent tous ces moments un peu en dehors de la hiérarchie traditionnelle. C'est comme si, à côté de l'organisation officielle, il y avait une organisation informelle, celle-là. Avec mon équipe, on donne les coups de pouce, on met les gens en contact et surtout, on lâche prise. On laisse faire, on fait confiance, on ne cherche pas à tout maîtriser. Il y a 3 ans, mon président a monté une académie. Ça veut dire un espace où on peut apporter son projet et où on pourra libérer des ressources pour accompagner ce projet. Par exemple, Stéphane, en charge d'une plateforme numérique pour la jeunesse, avait envie de nouveaux formats et à l'issue d'une conférence à l'université, il rencontre un collègue technicien et ensemble, ils montent un projet. Ils le présentent à l'académie, des ressources sont débloquées et voilà la web radio Pomme d'Api qui naît, comme le magazine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pomme d'Api pour les petits. Aujourd'hui, cette web radio est la 13e radio en France. Elle a modernisé la marque de presse et en plus, elle fait des émules dans d'autres secteurs de la maison. On a aussi une autre expérience dans le cadre de l'entreprise apprenante, c'est un projet qui s'appelle Give Me 5. On avait monté 2 jours de hackathon avec une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Simplon, qui forme de jeunes développeurs en décrochage scolaire au numérique, pour se réintégrer socialement. À l'issue des 2 jours de hackathon, les pitchs étaient présentés à la direction générale en grande pompe. On n'était pas convaincus, l'élan n'était pas donné. Sauf que les salariés qui ont vécu l'expérience ont voulu persévérer. Ceux qui faisaient partie du journal quotidien qui cherchait à rajeunir leur public et ceux qui faisaient partie du magazine pour les jeunes qui cherchaient un fil d'actualité également pour leur public. Et voilà la naissance de ce projet Give Me 5. Donc, à partir de tout ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous livrer 5 convictions. Je crois à la force du collectif. Dans un monde aussi complexe, personne ne détient la vérité. Je crois que le collectif, c'est un lieu de diversité, où on peut s'écouter, où on peut se compléter, où on ose se confronter. Et c'est à cette condition qu'on pourra trouver les nouvelles idées vitales pour notre transformation. Je crois aussi qu'il faut manager autrement. Il y a des entreprises qui croient qu'il ne faut plus de manager. Moi, je dis que si. Sauf qu'il ne faut pas des sachants. Il faut des managers coachs, des managers qui lâchent la bride. Le rôle de chef, c'est de libérer les énergies. Je crois que l'innovation peut surgir de partout et de chacun. Du comptable à la direction financière, au grand éditeur plurimédia de grands journalistes, à condition de mettre en place des espaces de travail protégés où les personnes pourront s'exprimer.
L'innovation ne se commande pas par un acte d'autorité. Je crois aussi que les entreprises doivent cultiver le droit à l'erreur. Dans un monde aussi incertain, on ne peut pas prévoir ce qui va nous arriver. Il faut donc accepter de se tromper. Il faut expérimenter inlassablement, rebondir, recommencer. Et puis enfin, alors que tout semble complètement verrouillé, je crois que j'ai plus que je ne le pensais, comme vous tous, des marges de manœuvre. Mon rôle de DRH est de trouver les interstices où naîtront les initiatives. Il est aussi de repérer les salariés ambassadeurs qui nous guideront sur de nouvelles façons de travailler. Et aussi, c'est sortir, aller chercher des partenaires extérieurs qui nous aideront à déplacer notre regard et qui nous aideront à réinventer l'avenir. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je m'éclate plutôt. Je savoure chaque jour d'être embarquée dans un projet d'une richesse humaine incroyable qui me fait oublier les facettes les plus austères, évidemment, qui restent dans ce métier. Et donc, en fait, de punition, je crois qu'on m'a fait un beau cadeau. Merci à vous.